Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, je reprends le micro. Si vous m'avez suivi l'année dernière, vous aurez compris que j'ai fait mon parcours de 0 à 70.3. Eh bien, cette année, en 2026, je me suis réinscrite à un deuxième 70.3. Donc, je vais me permettre de faire quelques petits épisodes comme celui-ci que j'intitule 70.3.2. Aujourd'hui, on va parler évidemment de triathlon avec Sam Côté, un triathlète professionnel qui se spécialise dans les triathlons extrêmes. C'est quoi un triathlon extrême? Bien, écoutez l'épisode et vous allez tout comprendre. Vous allez voir que c'est pas facile, d'où le mot extrême, mais qu'avec beaucoup d'efforts et tout le travail que Sam met là-dedans, c'est, ma foi, très impressionnant. Je tiens à remercier Sam de s'être prêté au jeu aujourd'hui pour venir faire cette entrevue avec moi. De mon côté, ça a été une super belle entrevue, super belle expérience. Sans plus tarder, je vous mets l'épisode dans les oreilles. Bon matin, Sam. Merci, bon matin. Aujourd'hui, épisode pour apprendre à te connaître, parler de toi et de tes exploits ou tes accomplissements sportifs. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Samuel, qui es-tu? Je suis triathlète professionnel québécois. Je me spécialise sur les triathlons longue distance, plus particulièrement les Ironman extrêmes. Donc, on pourra en parler un petit peu plus tard de qu'est-ce que c'est. Mais moi, je fais du triathlon depuis maintenant 9 ans. 9 ans? Fait que t'as commencé à quel âge? J'ai commencé, j'avais 16 ans. Okay. C'est là que j'ai fait mon premier triathlon, mais à ce moment-là, j'étais trop pas dans le milieu du sport d'endurance. Moi, je faisais du soccer, je jouais au hockey. Okay. J'ai joué aussi beaucoup au tennis. Fait que des sports un peu plus mainstream. Ouais. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai entendu parler du triathlon de Chambly qui était comme au coin de ma rue. Puis à ce moment-là, je courais pas mal parce que tu sais, au soccer, quand tu joues compétitif, ils te demandent d'aller faire des jogs le week-end, puis de te tenir en forme. Fait que je courais quand même pas mal. Puis je m'étais acheté un vélo de route comme quelques mois avant, juste parce que c'est ça. Parfait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis là, quand j'avais entendu parler du triathlon de Chambly qui était au coin de ma rue, j'étais comme, ça pourrait être drôle, tu sais. En plus, ma mère, à l'époque, elle nageait une fois par semaine à la piscine, tu sais, juste pour se tenir en forme. Fait que j'étais comme, maman, ça te dérange-tu si, tu sais, je viens nager avec toi? Je vais essayer ça. Fait que tu t'es préparé quand même un peu, là. Ouais, mais comme minimal. Okay. Minimal. Ouais. Puis c'est ça, les premières fois que j'étais allé à la piscine avec ma mère, ça a été comme ça a été dur pour l'ego, là. Ouais. Parce que j'étais arrivé là, moi, je pouvais nager à peine comme 25-50 mètres en continu. J'étais complètement à bout de souffle. Ouais. Puis là, il y avait juste ma mère qui disait des allers-retours faciles. Facile. Zone 1, genre, juste pas. Exact. Puis qui me lapait, là, continuellement. Puis là, moi, j'étais comme, j'étais en forme pourtant, là, tu sais. Ouais. Mais on le sait, le sport de la natation, c'est un sport technique, là. Vraiment. Fait que tu peux avoir le plus gros moteur du monde. Si t'as pas la technique, t'avances pas. Ouais. Mais c'est ça, j'avais fait une préparation vraiment genre de base, juste pour dire que je pouvais passer au travers. Puis, parce que c'était en eau libre à Chambly? Non, c'était en piscine. Fait que ça, c'était une belle réassurance. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis quand même compétitif. Fait que tu sais, je voulais pas non plus m'arrêter à toutes les 25 mètres pour comme gripper le mur puis prendre un break. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai passé à travers le 750 mètres de peine et de misère. Okay. Mais je savais qu'une fois que je me rendais sur le bike puis sur la course à pied, après, ça allait. Mais tu sais, vraiment, genre, zéro préparation. Là, moi, c'était des deck change en transition de genre, tu sais, j'étais parti en maillot. Après ça, serviette autour de la taille, mets un bib, un chandail de vélo. Tu sais, vraiment, genre, non optimisé. Là. Ouais. Les gens, maintenant, ils font leur premier triathlon, ils ont déjà des tri-suits, les shoes de tri. Tu sais, moi, c'était pas ça. Là. OK. Puis, t'es tombé en amour avec le sport à ce moment-là? Immédiatement. Ouais. Alors, ça a été un moment comme tournant de ma vie. Ouais, à ce moment-là, j'ai pris la décision de comme, OK, j'arrête tous les autres sports que je fais. Wow. À l'époque, je faisais ça. Je faisais du soccer, je faisais du hockey, pas mal compétitif. Puis ça a juste cliqué en moi. Puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire. C'est quand même cool qu'un peu par hasard, tu sois tombé sur le sport puis que ça allait cliquer aussi fort pour que 9 ans plus tard, tu sois encore en train d'en faire de un. Puis à un très haut niveau aussi. Là, fait que c'est quand même très cool. Ouais, c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai joint le club de la ville, le Trifort. Ouais. Puis j'ai fait comme une année en groupe d'âge. Je coursais des sprints. Puis là, j'essayais d'aller de plus en plus vite. Mais c'était encore des courtes distances. Dans le but d'éventuellement tomber sur la série élite au Québec, Draft Legal. Fait que j'ai fait ça pendant comme 3-4 ans. Okay.
Fait que, tu sais, moi, ça a pris du temps là, avant que je me rende en longue distance. Là, j'ai comme un bon background de courte distance, de ITU, tu sais, avec des vélos de route, puis du drafting en bike. Fait que c'est ça, ouais. Puis la plus grande différence pour toi entre justement les courses comme justement ITU versus plus longue distance ou plus, mettons, les séries Ironman, à part la distance? C'est énormément différent. Pas juste en termes de distance, mais en termes de dynamique de course, en termes de préparation. En courte distance, comme le drafting est légal en bike, la natation devient comme 1000 fois plus importante. Parce que si tu sors en arrière, tu sors tout seul ou t'es pas dans le premier pack ou t'as personne avec qui rouler, ben tu vas rouler tout seul. Tu vas dépasser de l'énergie fois 1000. Ben oui, les gens vont être en peloton en avant. Tu vas jamais les rattraper, puis t'es pas dans le game. T'sais. Fait que là, la natation devient extrêmement importante. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de mettre un peu plus de focus sur la natation à ce moment-là? Ah, à ce moment-là, j'étais quasiment un nageur avec un side de triathlon. Ah, wow, parce que moi, je partais de loin. Là, je savais pas nager. 2 ans plus tôt, j'étais pas capable de faire plus que 50 mètres de suite. Puis là, tu me demandais de nager 750, 800 mètres en eau libre, en bas d'une 20, à une 15 au 100 mètres. La marche est très, très haute. Là. Fait que moi, dans le fond, à ce moment-là, ça concordait avec mon début de cégep. Okay. Fait que j'étais à Champlain, puis j'ai eu la chance de faire du sport-études. Fait que j'ai joint le groupe avec Jean-Frédéric Fortin. À l'époque, j'étais avec Jay Martin aussi. Okay. On était comme 2 triathlètes, mais dans le sport-études de natation du secondaire. Wow. Fait qu'on nageait avec du monde vraiment plus jeune que nous, mais ils nous défonçaient. Ben oui. Ils étaient vraiment plus vite que nous, mais c'était cool parce que ça nous permettait de nager tous les jours. Ouais. Puis c'est là que j'ai comme fait quand même pas mal de progrès. Là. Quand tu nages pendant 2-3 ans, 3 ans, 5 à 6 fois semaine, tu nages 20-25 kilos semaine, tu progresses. C'est pas mal évident à ce moment-là de juste le faire. Ça te fait améliorer. Mettons, même pas de coach, même pas. Juste de faire ça, c'est sûr que tu gagnes. Oui, là, en c'est plus, ça. t'es dans un club, là, t'es un coach. Puis t'as du monde qui te pousse, puis là, tu te fais dépasser par des petites filles de 13 ans, puis t'es comme, OK, tu sais, faut que je step up. Là. Wow. Mais fait que la préparation était vraiment différente, parce que là, la natation prend un énorme coup. C'est sûr. Puis après ça, la course à pied puis le vélo, comme c'est beaucoup plus court, c'est quand même beaucoup plus d'intensité à l'entraînement. Ouais. T'as pas besoin d'aller te claquer trop des 5-6 heures en vélo, mais des grosses séances threshold, VO2, des sprints. On dirait que c'est pour un peu, je veux dire, pour ça, entre guillemets, que je me suis pas inscrit à un sprint en premier parce que t'es dans le tapis tout le long. Vraiment. Puis à la fin, t'es éclaté. Je veux dire, j'étais pas en top shape après mon 73 non plus, mais le niveau d'intensité, pour moi, j'étais comme, je serais capable de faire le sprint. Mais on dirait que ça me tentait juste moins d'aller dans cette haute intensité-là. J'étais comme, je vais aller plus tranquille. Je pense que c'est une décision qui est sage. Qui est sage quand même. Qui est sage. Puis je pense que, tu sais, les gens, ils sont vraiment portés à aller faire le plus long, puis ils pensent que plus c'est long, plus c'est dur, là, mais de faire un sprint, tu sais, mettons en bas d'une heure, c'est tellement plus tough que de faire, tu sais, un 73 en 4h30, genre, tu sais, 4h30, c'est un excellent temps, puis souvent, les gens, ça va être comme une barrière qu'ils veulent passer, puis genre, thumbs up, là, genre, go for it, mais comme, on oublie que plus c'est court, c'est pas plus facile, là. Non. L'intensité est tellement élevée, puis ça demande tellement un haut niveau de skillfulness, là, tu sais, de comme... Ouais. Fait que, est-ce que, dans le fond, parce que là, tu as passé de ces distances-là plus courtes à du vraiment plus long, comment ça s'est fait, cette transition-là? Elle a été quand même assez progressive. Dans le fond, moi, après mes 3 ans de cégep ici, parce que dans le fond, je faisais un programme de 2 ans, mais en sport-études, bon, ça prend 3 ans. Fait que j'ai fait 3 ans de cégep ici. Puis à l'université, j'ai déménagé en France. OK. Je suis rentré en médecine en France, puis dans le but aussi de joindre un groupe de triathlon élite. Les structures en France sont beaucoup plus développées. Il y a plus de financement. Il y a aussi pas mal plus d'athlètes. Puis le climat est vraiment meilleur aussi pour s'entraîner là, pendant l'hiver. Clairement. Fait que j'avais pris la décision d'aller m'installer là, puis de commencer ma médecine, puis de continuer le triathlon au plus haut niveau que je pouvais. Mais c'est ça, faire et la médecine et du triathlon. Ça, t'avais quel âge? J'avais 19. C'est quand même, je veux dire, l'expression bold move, de audacieux de 19 ans. Sport de très haut niveau, médecine qui est... En fait, c'est exigeant ici. J'imagine que c'est exigeant là-bas aussi. Hein? Fait que c'est quand même audacieux d'aller jongler avec tout ça. C'était très, très audacieux. Puis le nombre de personnes qui m'ont dit, tu sais, ce serait impossible, tu peux pas faire les deux et tout.
moi, ça faisait juste cliquer le contraire dans ma tête. C'est comme, ouais, watch me, I'm gonna do it. Mais en fin de compte, ce monde-là, ils ont eu raison parce que je me suis complètement brûlé. Ouais. Après comme 3-4 mois là-bas, j'étais claqué au sol. J'étais une course contre le temps toute la journée. Je me levais, ma journée était optimisée de A à Z, j'avais aucune seconde à perdre. Wow. Quand le cours, là, donner une idée, là, quand le cours il finissait genre 10 minutes plus tôt, là, pour moi, c'était un feeling comme Noël. C'était comme, wow. Oh my God, je viens de gagner 10 minutes, je vais pouvoir faire ça, qui comme ça traîne depuis des semaines, bref. C'était le genre de lifestyle que je vivais, fait que c'est pas sustainable du tout. Là, non. À long terme, puis c'est ça, puis à ce moment-là, j'ai quitté la médecine, puis j'ai quitté le triathlon aussi. J'ai fait un petit burn-out, puis... j'étais juste comme écœuré de tout. Ouais, besoin d'un pas de recul, là, dans le fond. Un gros pas de recul, puis ça a comme concordé avec mars 2020. Fait que COVID. Pandémie. Là, le lockdown en France était tellement plus intense qu'ici. Okay. Nous autres, on pouvait pas sortir à comme plus d'1 kilomètre de ton domicile, puis tu pouvais pas sortir plus qu'une demi-heure. Fait que là, tu passes de je m'entraîne 25 heures semaine à je peux aller faire un jog de 30 minutes à l'extérieur de chez nous en loop. De 1 kilomètre. De 1 kilomètre, tu sais. Puis il fallait que tu t'auto-signes une déclaration que tu sortais en telle et telle heure parce que, tu sais, les policiers étaient comme un peu partout dans la rue. Puis s'ils te voyaient à l'extérieur, ils venaient te voir, là. Ouais. Fait que, en tout cas, c'était intense. Puis là, au bout d'un moment, j'étais juste comme, garde, je vais retourner au Québec, là, ça sert à rien que je reste ici. De toute façon, il se passe rien. Il se passe rien. Fait que je suis rentré dans un des derniers vols de rapatriement. Moi, en plus, j'étais dans le sud de la France. Il y avait plus que des vols de Paris. Fait que il fallait que je trouve une façon de tout packer mon stuff, vider mon appart en 2 jours, me rendre jusqu'à Paris. En tout cas, c'était comme une belle aventure. Mais c'est ça. Puis à ce moment-là, quand je suis revenu au Québec, c'était comme, parle-moi plus de triathlon, parle-moi plus de médecine, parle-moi plus de rien. Là, je veux plus rien savoir. Ouais. Puis c'est ça. Éventuellement, comme l'envie est revenue, parce que, bon, un premier amour, tu le perds jamais. Là. Ouais. Fait que c'est un peu ça. J'ai repris la compétition, mais vraiment comme un frein, là, de genre, je suis dans d'aller faire 2-3 courses, mais je veux plus retourner dans la haute performance. Ouais. Mais sure enough, si tu fais une course, tu fais 2 courses, puis là, t'es comme, je suis pas loin du podium. Surtout amateur, quand t'as atteint un bon niveau, t'es compétitif. Fait que là, c'est comme la piqûre revient. Puis, mais là, à ce moment-là, c'est là que j'ai pris la décision de comme, faire plus du long. Okay. Fait que je m'étais acheté un bike de TT, puis là, j'étais comme, OK, ça me convient plus, j'ai moins besoin de nager. Ce qui était une bonne affaire, parce que, bon, nager 5-6 fois semaine, au bout d'un moment, les carreaux, là, t'es connu. La ligne dans le fond, là. T'es un peu tanné de la regarder, là. Ouais. Puis moi, ce que j'aime vraiment en triathlon, c'est le bike puis la course à pied. Okay. Fait que je trouvais que la longue distance me convenait mieux. Puis c'est un peu comme ça que la transition s'est faite. Là. C'était une coupure, puis après ça, une décision de reprendre, mais d'une façon différente, avec une approche différente. Rebâtir un peu à partir de là. Fait que là, mettons qu'on revient dans faire un fil du temps. Fait que mars 2020, tu reviens, tu reprends ça tranquillement. Je sais que tu as fait des compétitions qui sont dans les triathlons extrêmes. Ouais. Fait qu'on va pouvoir aller parler du Canadaman, Swissman puis du Norseman. Ça, c'est comme, encore là, à quel moment que ça arrive, ces compétitions-là, dans ce ça arrive, mettons, 2 ans plus tard que, de mon retour. Fait que genre 2022 à peu près. Ouais, exactement. En fait, parce que Canadaman, je l'ai fait 2 fois. OK. Canadaman, je l'ai fait 2 fois. La première fois que je l'ai fait, j'ai fini 9e. OK. Puis c'était mon premier Ironman. OK, ton premier Ironman, tu t'es dit, je vais pas. Un extrême. En fait, mon premier Ironman, je m'étais inscrit sur le circuit Gilles Villeneuve pour le faire. Ouais. Mais c'était le temps du COVID, puis il a été cancellé genre 10 jours plus tôt. 10 jours avant la course. Ouais. Puis là, moi, je m'étais un peu préparé. C'était pas une grosse préparation Ironman. C'était juste comme, je vais faire un Ironman pour le fun. Je vais le compléter, puis je vais vivre l'expérience. Mais j'avais fait une petite prep pour ça. Puis là, quand ils l'ont cancellé, j'étais déçu. Fait que j'ai décidé de le faire maison. Fait que, on avait des amis qui avaient un chalet en Estrie sur le bord d'un lac. Fait que j'étais comme, ça vous dérange-tu? Je vais venir faire ma natation là. Puis après ça, j'avais fait le bike. Puis bref, la course à pied. Avec des transitions rapides, comme si tu étais en course ou un peu plus... Okay. Pas du tout. Genre des transitions de comme une demi-heure. Genre, on prend le temps, puis il n'y a pas de stress. Juste cumuler les distances dans la même journée. Là. Exactement, ouais. Fait que, mais ça, je le compte pas comme un Ironman. Fait que mon premier Ironman en compétition, c'était le Canadaman, donc 2022. Ouais.
Puis ça a été tough, là, tu sais. Déjà, un Ironman, c'est extrêmement dur, là, mais là, on parle d'un Ironman avec comme 4500 mètres de dénivelé, une arrivée au sommet du Mont Mégantic. Fait que, tu sais, t'arrives au kilomètre 30 du marathon, qui est souvent comme un moment où tu te dis, bon, ben, tu sais, je suis quand même pas mal fini, là, genre, il m'en reste plus gros, là. Mais là, dans le fond, il te reste 12 kilos uphill. Tu montes le Mont Mégantic. Là, fait que t'as 1000 mètres de D+. C'est technique. Ça fait 11 heures que t'es à l'effort. En plus. Ouais. Fait que d'où ça part? Est-ce que tu sais un peu justement Canada Men, c'est-tu sous la bannière Ironman ou c'est vraiment comme une organisation différente? Non, c'est complètement une autre structure. C'est sous le branding X3. OK. Donc, c'est l'équivalent du Ironman, mais c'est eux qui font, dans le fond, une série de courses, un circuit de courses de triathlon extrême qui mène aux championnats du monde qui sont le fameux Norseman, comme tout le monde a entendu parler. Donc, le Norseman, c'est comme le premier X3 qui a jamais été fait. OK. Puis après ça, ben, le concept a comme tellement pogné qu'ils se sont dit on va en faire ailleurs. Fait que là, il y en a d'autres qui sont nés un peu partout dans le monde. OK. Et là, maintenant, ça a quand même pris pas mal d'expansion. Il y a comme une vingtaine de courses à travers le monde. De ce concept-là qui, après ça, mène au Norseman. Puis, fait, quand tu parles que... Parce que j'ai vu, évidemment, sur les réseaux sociaux, que ton objectif, c'est d'être champion du monde. Ça veut dire de gagner spécifiquement le Norseman. Cette course-là, le Norseman. Exactement. OK. Ouais. Fait que c'est quand même un... C'est un objectif qui est super ambitieux. Ça prend un objectif qui te pousse, là. Je veux dire, tu peux pas... Exact. C'est un objectif qui est extrêmement ambitieux. En même temps... à travers, c'est ça, mon parcours de triathlon, je découvre que, bon, en fin de compte, le longue distance me convient mieux que le courte distance. OK. Après ça, dans le longue distance, je me rends compte que plus il y a de dénivelé, plus j'arrive à jouer mes cartes, plus ça me convient. C'est vraiment des parcours, moi, je suis quand même léger, je grimpe bien, je suis technique dans les descentes. Fait que là, tu sais, si tu mets un parcours qui, comme, il y a beaucoup de dénivelé, puis en plus, il y a des descentes techniques, ben là, tout d'un coup... je peux compenser, mettons, un manque de fitness ou une FTP qui n'est pas à 400 watts, comme les gars qui sont sur le circuit Ironman. Puis, ben, bien me débrouiller sur ces circuits-là. Fait que c'est pour ça que là, maintenant, je prends de plus en plus la direction Ironman extrême, juste parce que, c'est ça me correspond, ça me parle, ces courses-là. En plus, c'est comme, c'est une aventure, là. C'est des courses qui sont complètement folles. Puis, ben, le Norseman, c'est mythique, là. Moi, depuis que je suis petit, depuis que j'ai commencé le triathlon, je sais que, je veux éventuellement faire cette course-là. Mais là, de tout d'un coup, me retrouver dans une position où, ben, éventuellement, je peux la gagner, ça me parle. Ça me parle énormément. Le succès de ta saison 2026, c'est maintenant que ça se joue. Pendant l'hiver, on peut avoir des douleurs et penser que ça va s'en aller, mais crois-moi, c'est maintenant qu'il faut les prendre en main. Ce que je veux te dire, c'est attends pas au mois de juin pour prendre ton rendez-vous, ça se peut qu'il soit trop tard. Viens faire ton positionnement dès aujourd'hui chez Physio Vélo. Prends ton rendez-vous en ligne ou appelle au 450-486-3888. Puis si on va un peu plus pour, mettons, les gens qui savent pas, extrême, tu sais, on parle d'Ironman extrême, qu'est-ce que ça veut dire, le mot extrême, concrètement? Fait que dans le fond, les X3, c'est les mêmes distances qu'un Ironman régulier, fait que 3,8 km de nage, 180 kg de vélo, puis un marathon pour finir. Mais on fait ça dans des conditions extrêmes. Fait que, tu sais, souvent, ça va être dans le froid, dans le vent. Il y a énormément de dénivelé, autant sur le vélo que sur la course à pied. Tu sais, on passe à travers des montagnes. C'est des courses de point A à point B. Fait que, tu sais, souvent sur des Ironman, il y a le village, puis là, ben, c'est des boucles, puis on repasse tout le temps par la même zone de transition, puis le finish est proche du start, et compagnie. Là, tu traverses quasiment un pays là, pendant la course. C'est 226 km quasiment en ligne droite, point A à point B, right? Fait que c'est vraiment c'est unique. Il n'y a pas de station d'aide. Fait que t'es suivi toute la journée par une équipe en char. Là, ben, il y a certains spots sur le circuit, sur le parcours où ils peuvent te ravitailler puis te donner ta nutrition. C'est pas un free-for-all, c'est vraiment comme ici, vous pouvez, puis à ce moment-là, vous pouvez aussi l'aider. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a vraiment des zones qu'il faut que tu respectes pour... Après ça, il y a des zones qui sont plus ouvertes. Fait que, mettons, il y a des segments pendant la course que c'est comme... Vous pouvez ravitailler autant que vous voulez entre les kilomètres 120 puis 150, tu sais, mais bon. Ça, c'est propre à chaque course. Ça fait partie de comme toute la préparation qu'il faut que tu fasses en amont, de savoir quelle bouteille tu veux, à quel endroit, s'assurer que tu as toute ta nutrition et ton hydratation à tout moment de la course. Mais c'est ça, donc c'est un point A à point B, c'est self-supported, entre guillemets.
Avec ton crew, dans le fond, c'est toi qui décides? Qui t'amène avec toi? Okay. Ouais, 100%. C'est ton équipe à toi, fait que tu décides, décides, t'as 2 personnes qui t'accompagnent. Okay. Puis c'est toi qui les amènes. Cool. Puis après ça, la grosse cerise sur le Sunday, c'est que le finish, il se fait comme au sommet des montagnes les plus abruptes et genre savage sur Terre. Ouais. Il pose le finish line vraiment en plein milieu de nulle part. J'ai fait une course en Suisse cette année, c'est même pas accessible en char. Wow. La seule façon de se rendre là, c'est à pied ou le train des montagnes, train à crémaillère. Là. Wow. Fait que t'es vraiment remote. Il n'y a pas grand monde au finish pour t'accueillir? Ouais, c'est ça. Les spectateurs, ils montent avec le train à crémaillère, mais il faut qu'ils se planifient d'avance parce que c'est une logistique. Là. Puis est-ce qu'ils changent le finish d'une place à l'autre ou ça reste toujours la même? Non, souvent ils gardent le même. Un setup gagnant, tu ne changes pas ça. Là. En plus, c'est bien organisé. Puis c'est tough aussi là, de trouver des parcours qui font les bonnes distances, justement, dans les montagnes. Tu n'es pas tout le temps. C'est pour ça que on n'est pas trop à cheval sur le 180 et sur le 42. Des fois, c'est 185, 190. Parce que quand tu es dans les montagnes, tu n'as pas le choix d'exactement du parcours que tu peux prendre. Pareil pour la course à pied. OK. Mais donc, c'est ça. La grosse différence avec le Ironman régulier, c'est que quand tu arrives au kilomètre 30, souvent, tu te ramasses les 10-15 derniers kilos. C'est uphill complètement, là, de 100%. Comme là, tu parlais de mégantic, mettons. Canada, ça part de où, le Canadaman? Fait que le Canadaman, tu pars... le vélo, il finit sur le bord de la frontière américaine. Okay. Je pense que c'est Chartierville, ça s'appelle. Puis là, tu cours jusqu'au pied de Mégantic, puis ça fait ça, environ 30, je pense que c'est 28 kilos. Okay. Puis là, tu rentres dans une section qui s'appelle Canada Sauvage, puis c'est comme, là, ça grimpe encore pas trop, mais c'est ultra technique. Puis c'est la partie qui te rend du bord de la route jusqu'au parking, où les gens se stationnent pour aller faire les hikes à Mégantic. Là. Ouais. Fait que ça, c'est la partie qui s'appelle Canada Sauvage. Il n'y a pas énormément de dénivelé, mais t'avances pas. Là. C'est technique. C'est vraiment sauvage. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui marche dans ce coin-là. Fait que tu cherches quasiment... S'il n'y a pas les drapeaux, là, tu sais pas trop où tu vas. Là. Wow. Fait que c'est ça. Puis après, à partir du moment où tu arrives au parking, là, c'est vraiment l'ascension finale. Il te reste comme 10 kilos. On passe par le Mont-Saint-Joseph. Ouais. Fait qu'il y a une petite redescente là, après. Pour après attaquer la montée finale jusqu'à l'observatoire. Fait que c'est à ça que ça ressemble, moi, le Canadaman. C'est quand même... c'est ça, juste Mégantic, c'en est un qui est quand même à pic. Ouais. Pour l'avoir fait en randonnée et non un objectif de le courir. C'était quand même assez à pic. Fait que là, de le courir en mode course, à la fin, c'est comme si ça rajoute définitivement des niveaux de difficulté. Ouais. C'est sûr, à la fin, je te cacherai pas qu'il y a des grosses sections que on marche. Là. Oui. C'est-à-dire, ça fait 11 heures que tu es à l'effort, tu as 180 kilos avec quasiment 3000 mètres de D+ dans les jambes. Tu as couru le 30 kilos aussi, qui est pas facile, by the way, parce que le 30 kilos, il y a une partie sur la route, mais il y a une grosse partie dans les trails. Il y a un moment donné, tu cours dans un champ de patates. Là, c'est comme, c'est pas tracé, il n'y a rien. C'est juste l'organisation, le gars qui a donné la permission, vous pouvez passer dans mon champ, pas de problème. Mais c'est pas des endroits que tu cours là, normalement, là, c'est pas courable. Wow. Fait que ça te draine beaucoup, beaucoup de jus. Fait que quand t'arrives au parking du Mont-Mégantic, là, t'es comme, OK, je suis fatigué. Ouais. Mais c'est presque fini, mais c'est presque fini, mais vraiment pas, en fait. Là, c'est ça, parce que les derniers... Oui, il reste pas beaucoup de kilomètres en chiffres, là, mais en temps, c'est énorme. Là, les 10 derniers kilos, ils te prennent bien plus qu'une heure. Là. Puis tu l'as fait 2 fois, le Canadaman? 2 fois, ouais. Première fois, tu as dit que tu as terminé 9e. 9e. Deuxième fois? J'ai gagné, ouais. Wow. Ouais. Ça devait être un... Est-ce que tu le savais que tu étais en tête? Tu le sais, vous partez en même temps, fait que tu es au courant? Ou... Pendant la course, oui, tu es au courant. Oui, 100%. Okay. Je suis sorti comme 4/5e de l'eau. Puis la première fois que j'ai fait le Canadaman, c'était en juillet. Okay. Fait que c'était comme... Il faisait beau, il faisait chaud, c'était bien. Mais la deuxième fois, il avait changé la date, il l'avait mis en octobre. Oh! Puis en octobre, il fait fret, là. Ouais, il peut y avoir de la neige, genre sûrement sur Mégantic, là, en octobre. I guess. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas eu de neige, là, thank God. Là. Ouais. Mais il faisait froid, là. L'eau était super froide. C'était comme 13-14 degrés. Fait que c'était le gros setup wetsuit, casque néoprène et compagnie. Ouais. Puis même que la température ambiante était tellement froide qu'ils ont réduit la natation. Fait que normalement, on nage à 3,8. Puis là, ils nous ont coupé ça à 2 km. OK.
Parce que c'est ça, le défi, c'était oui de rentrer dans l'eau est froide, mais après ça, c'est de sortir de l'eau, puis là, la température ambiante est encore plus froide que l'eau, puis là, en plus, t'es toute mouillée, puis tu sautes sur le bike qui va faire encore plus froid. Wow. Ouais. Fait que ça, tu sais, j'ai fait une méga longue transition à ce moment-là. J'étais comme, ça vaut la peine que je perde 2-3 minutes à genre me changer complètement, me sécher, puis tu sais, embarquer sur le bike relativement comme sec, plutôt que d'être mouillé. Puis tu vois, il y a un Norvégien qui est venu justement faire cette course-là, puis lui, il est sorti avec son trissou tout mouillé, puis il a sauté sur son bike, puis il est parti. Fait que, tu sais, il a sauvé full de temps en transition, mais il a pas fini, là. Ouais. Tu sais, je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Il a probablement eu une hypothermie ou quelque chose de même. Très bien. Il faisait tellement fret. Moi, j'avais 3 couches de vêtements. Sur ton bike? Sur mon bike, puis j'avais fret. Là. Wow. Fait que c'était intense, mais c'est ça. Fait que, tu sais, plus la journée à l'avance, bon, ça se réchauffe un peu, puis c'est un peu plus comme vivable. Fait que t'es sorti, comme tu dis, 5e, puis fait que t'as rattrapé les gens. C'est ça. Sur le parcours de vélo, là, j'ai dépassé, j'ai pris la tête sur le parcours de vélo, puis après ça, j'en avais une bonne partie de la journée. Le restant de la journée, le restant. ouais. Mais oui, tu sais, t'es où dans la course, tu sais où t'es placé. De toute façon, t'as ton équipe aussi qui est sur le bord de la route, puis qui te dit, qui te dit un peu les écarts, puis que tu puisses ajuster ta gérer stratégie. Gérer ton énergie un peu. Puis... Parce que le but, c'est sûr qu'il y a un objectif de temps, mais le but, c'est si tu finis premier, t'es quand même premier. Fait qu'est-ce que tu ralentis, tu te sauves un peu d'énergie en étant premier, ou... Fait que ça dépend de c'est quoi la dynamique de course. Fait que oui, tu sais, à un moment donné sur le bike, je me suis dit, OK, tu sais, je vais commencer à cruise. Puis, tu sais, je vais peut-être slacker un petit peu le pace pour commencer à préparer mon marathon. Ouais. Mais en même temps, à ce moment-là, tu sais, j'avais peut-être le dernier gap qui m'avait dit, c'était, je pense, 10 minutes. Puis l'autre, tu sais, quelques kilomètres plus tard, à l'autre station d'aide, ils m'ont dit que j'avais plus que 5 minutes. Fait que là, j'étais comme... Ouais, OK, tu sais, je vais slacker, mais je veux pas slacker non plus trop parce que lui aussi, dès qu'il me voit, c'est un méga boost d'énergie. Ben oui. Lui, tout d'un coup, tu sais, il est en mode chase pendant des heures. Puis là, tout d'un coup, il me voit. Lui, ça lui donne des ailes. C'est sûr. Puis là, ben, tu sais, c'est du free energy que je lui donne. Fait que là, tu sais, je veux pas lui donner ça. Fait que là, genre, tu commences à réappuyer un peu sur le vélo. Puis pareil, tu pars le marathon, puis tu veux être sorti de la transition avant que lui y arrive parce que tu veux pas qu'il y ait un contact visuel sur toi. Ouais. Donc, tu sais, tu gères ton énergie en fonction des stats qu'ils te donnent, mais en même temps, il faut que tu fasses ta course. Tu sais, c'est un Ironman. Là, fait que tu commences pas non plus à prendre toutes tes décisions en fonction de ce que les autres font parce que ça, c'est la recette pour que tu exploses. Ouais, non. Faut que tu fasses ta course quand même. Là, exact, vraiment. Fait que là, ça, tu gagnes à la deuxième année. Good job. Merci. T'as aussi fait le Swissman. Est-ce que c'est ça qui a suivi en vue du Norseman? C'était quoi ta stratégie en arrière de fait que dans le fond, ça? En gagnant le Canadaman, tu gagnes un spot pour le Norseman. Parce que c'est évidemment, c'est pas tout le monde qui... Je vais faire ça demain, je peux pas juste me qualifier. Exactement. Le Norseman, c'est genre une des courses les plus tough à participer parce que cette année, il y avait plus de 6000 applicants pour 200 spots. Wow. Fait que, tu sais, t'as beau mettre ton nom, puis, tu sais, être dans le slot, c'est un tirage. Il y a une partie qui c'est le tirage au sort, puis il y a une partie qui c'est justement les gagnants. Puis je pense que les premières et deuxième positions, ils ont un slot automatique pour le Norseman. Parce que ça reste quand même des championnats du monde. Fait que, tu sais, ils veulent avoir un niveau compétitif. Les meilleurs de chaque course. De chacune des courses. Puis après ça, il y a une partie des slots qui sont un tirage au sort pour les gens qui veulent participer plus comme... normal. Plus amateur, genre? Ouais, ben, non, pas nécessairement plus amateur, mais tu sais, juste comme, tu sais, qui n'ont pas nécessairement le niveau pour gagner une course extrée, là, genre, ils veulent rendre ça, tu sais, plus accessible, I guess. Est-ce qu'il faut qu'ils aient fait une autre course en préparation ou... Plus tu fais des courses extrées, tu accumules des points. Et donc, plus tu as de points, plus ton nom, plus ça augmente tes chances d'être tiré au sort. Fait que, honnêtement, je pense que si t'as pas fait de X-Tree et tu mets ton nom, il y a très, très peu de chances que tu sois pris parce que, justement, maintenant, il y a tellement de monde qui applique puis il y a tellement de monde qui font d'autres courses sur le circuit X-Tree que, comme, tes chances sont vraiment faibles si t'as rien fait. T'as juste comme... Ouais. Est-ce que les X-Tree, il y en a des plus courtes distances, mais encore une fois, dans le mode extrême, ou l'extrême vient de la longueur aussi? Ben donc, c'est assez récent. Ils ont commencé à faire des SP5, là, qu'ils appellent des Solo 0.5. Fait que c'est 0.5 dans le sens de la moitié. Fait que c'est un demi-Ironman en version extrême. Fait qu'il y a encore beaucoup de dénivelé, point A, point B, même concept.
mais c'est un peu plus accessible. Okay. Mais ça t'amène pas au Norseman. Non, OK. Ça t'amène pas au Norseman du tout. OK. Ce qui est ton objectif, fait que ça t'intéresse même pas d'aller dans ces... Ouais, tu sais, ben moi, non, ça m'intéresse pas trop de faire... Tu sais, en course préparatoire, oui, 100%, mais tu sais, 73, pour moi, c'est un peu trop court. C'est un peu trop court pour moi, fait que c'est pas là où je peux bien m'exprimer. Ouais. Mais donc, c'est ça. Donc, en gagnant le Canada Man, ça m'a qualifié automatiquement pour le Norseman. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire, tu sais, de m'inscrire. Mais je me suis dit, ben, en course préparatoire, j'aimerais ça faire le Swissman parce que ça fait aussi des années que j'entends parler de cette course-là. Ouais. La Suisse, moi, c'était vraiment un pays qui me parlait. J'adore les montagnes, j'adore les méga longs cols. Puis, ben, cette course-là, c'est exactement ça, en fait. Okay. Tu te ramasses en plein milieu des montagnes. C'est 3 gros cols que tu enchaînes un à la suite de l'autre. Oh. Tu montes quand même assez haut en altitude. Puis le finish, c'est ça, il se fait à 2100 mètres d'altitude. Fait que c'était une course qui me parlait. Puis avec le timing, ben c'est ça fitait bien. Fait que je me suis dit, OK, ben je vais fitter le Swissman comme préparation pour après ça aller au Norseman. Fait que, ça s'est bien passé. Fait que le Swissman, je suis arrivé là dans le shape de ma vie. Là. J'avais comme fait les meilleurs trainings ever dans ma préparation. Tout mon bloc était comme passé parfait. Tu sais, c'est rare que dans une préparation Ironman, t'as comme toutes les cases qui sont cochées puis que tout se passe comme tu veux. Ouais. Mais j'étais comme dans ce flow-là pendant l'hiver de tout s'est vraiment bien passé. Je progressais bien, j'étais motivé. Vraiment, tous les feux, les voyants étaient verts. Puis ben c'est ça, j'étais arrivé en Suisse avec comme un boost de confiance incroyable. Puis j'ai eu la course de ma vie. Là, vraiment, j'avais des ailes toute la journée. Puis j'ai réussi à remporter cette course-là qui était pour moi, c'était massif. Là, c'était vraiment comme une grosse confirmation. J'avais gagné le Canada Man une couple de mois plus tôt. Mais là, le niveau en Europe, il est beaucoup plus élevé. Ouais. Puis en plus, ben, c'est une course qui il y a 4000 mètres de D+, sur le vélo, puis 2000 à pied. Fait que 6000 mètres de dénivelé sur un Ironman, c'est très intimidant quand tu l'as jamais fait. Ouais. Mais ouais, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Puis j'ai réussi à tirer mes cartes du jeu puis à remporter cette course-là. Fait que ça a été comme aussi un énorme boost de confiance parce que là, j'étais quelques semaines avant le Norseman, puis j'étais en shape de ma vie. Je venais d'avoir une autre grosse victoire. Ouais. Puis c'est ça. Fait que j'ai continué le training, mais un peu trop. Puis j'ai complètement brûlé la chandelle encore une fois aux 2 extrémités. Okay. J'étais arrivé en Norvège, j'étais claqué au sol. Oh wow. Fait que tu sais, ça présume, c'est ça, une course difficile, ce qui s'est effectivement passé. Là. J'ai bien nagé, mais dès que j'ai sauté sur le vélo, j'étais complètement vide. Incapable de pousser des training watts. Là, ce qui, en général, aurait pu être... je veux dire, facile ou tolérable, ça allait pas. C'est ça, exact. J'étais comme 6 km dans le bike, dans la première côte, puis là, je regarde mon compte, je me sentais à bloc, puis là, j'étais comme à 230 watts. Là. Puis là, c'est comme 230 watts, c'est du zone 2, low zone 2, là. Il n'y en a pas de problème normalement. Puis là, j'étais à bloc, puis là, ben, tu sais, t'es un championnat du monde. Fait que, ça passe à côté de toi. D'habitude, moi, c'est plus ma position. C'est plus moi qui, sur le bike, j'arrive à faire une remontée ou rejoindre la tête de la course. Mais là, dans ce cas-là, c'était le contraire. Là. Je commençais à slip down, puis c'était plus compliqué. Fait que, est-ce que ça, parce que tu me parlais de la préparation qui a super bien été pour le Swissman, est-ce que c'est ça ton... Je suis sûr que tu as fait un diagnostic. Un retour après, là, puis de dire j'ai trop poussé dans le training, ce qui a fait que tu étais rendu épuisé, rendu là? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Là. C'est pas une réponse super simple, puis... Puis même, c'est le corps humain. Fait qu'on n'a pas une réponse comme définitive. Moi, selon moi, mon hypothèse, c'est que 2 trucs. Premièrement, après le Swissman, j'ai pris 1 semaine de récup, mais j'aurais peut-être dû prendre 10 jours. Okay. Parce que c'est quand même une course de 11-12 heures. Tu vas gruger très, très, très profond. C'est extrêmement dur sur le corps. Puis en plus, ben, je ressortais d'une grosse préparation. D'un gros bloc de training de plusieurs mois. Fait que je pense que j'avais accumulé beaucoup de fatigue. Puis 7 jours, ça n'a pas été suffisant. Okay. Fait que ça, c'était l'erreur numéro 1. Puis l'erreur numéro 2, c'est que moi, mon pic principal, c'était le Norseman. Fait que je voulais piquer un petit peu pour le Swissman, mais je voulais repiquer plus haut pour le Norseman, ce qui nécessite une grosse charge d'entraînement entre les deux. Ouais. Fait que moi, après ma semaine de récup, j'ai ressauté dans le training comme à bloc. Puis en plus, j'étais motivé à fond. Là, oui. Tu viens de gagner, fait que t'es comme let's go. T'es sur ton nuage, t'es comme je suis Dieu, genre, y a pas de problème, genre, je peux tout faire. Puis là, je suis retourné dans le training, puis 10 jours plus tard,
claqué au sol, tu sais, plus capable de rien faire, puis vraiment juste fatigué. Fait que là, j'ai pris de la récup pendant que j'étais censé m'entraîner. Ouais. Fait que là, quand je suis arrivé à mon taper, j'avais rien à taper, ben je m'étais pas entraîné. Fait que là, je me suis entraîné. Puis là, ben, je suis arrivé en Norvège, j'étais fatigué. Puis... Fait que je pense que c'est une combinaison de plusieurs erreurs qui ont fait en sorte que ça s'est pas passé comme je voulais. Mais je suis content parce que je me suis quand même rendu jusqu'au bout. J'ai quand même, je me suis rendu jusqu'au finish du Norseman. Fait que ça a été comme la meilleure reconnaissance de parcours pour la prochaine fois que je vais y aller. En effet, parce que c'est pas rien de juste le finir. Là, on s'entend que c'est... Oh, et ça reste que c'est une grosse épreuve. Là. Ouais, c'est un gros triathlon qui est très, très dur. Mais c'est ça, je suis content de me rendre jusqu'au bout parce que pendant la course, je me disais, Carl, Sam, t'es loin de tes objectifs, ça va vraiment pas bien, genre abandonne, genre ça sert à rien que tu continues. Mais tu sais, avec du recul, je suis vraiment content d'être allé jusqu'au bout parce que justement, ça me donne cette expérience-là. Là, je connais le parcours comme le fond de ma poche, tu sais, je sais exactement qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me préparer, je sais ça va être quoi les nécessités, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, puis qu'est-ce que j'ai besoin de progresser pour justement éventuellement remporter cette course-là. T'étais pas trop claqué que tu pouvais te permettre d'observer puis d'analyser le terrain un peu. Ouais, ben tu sais, j'étais quand même pas mal claqué, mais dans le sens que still que tu sais quand tu passes au travers, tu prends des repères, tu sais, que tu sois conscient ou pas sur le moment. Après, quand tu y réfléchis, t'es comme ah oui, ok, c'était fait de même. Puis... Ok. On dirait que tu as fait plusieurs courses, évidemment plusieurs niveaux, tout ça. Avec ma petite expérience de une seule course, là, je commence à préparer la deuxième. Puis on dirait que je me disais, OK, on y va pour un deuxième, let's go. Un full? Un demi encore. Encore un demi. Puis j'étais comme, parfait, let's go, on le fait. Mais on dirait que là, je suis comme, on dirait que je repars de zéro. Parce que la course, j'ai pas choisi la même. Fait que là, je partais d'une course que j'ai faite qui était quand même assez flat. Moi, au contraire, je suis pas une grimpeuse. Puis là, je m'en vais faire... Je pense qu'il y avait comme autour de 250 mètres de dénivelé sur le bike, sur 90 kilos. Puis là, il va en avoir 1000. Oh! Fait il y en a quand même plus. Wow! J'ai fait New York, Jones Beach, puis là, je m'en vais faire Muskoka. Nice, OK. Puis il y avait... Mon Strava m'a dit 7 mètres de dénivelé sur la course. Fait que c'était très plat, là, on s'entend. Puis là, il va en avoir comme un 200-250 à peu près. OK. On dirait que le dénivelé sur la course me fait moins peur que sur le vélo, personnellement. Mais c'est comme si là, je suis comme, OK, tous mes repères puis tout ce que j'ai fait avant, je peux pas juste les transférer, prendre ça pour du cash puis ça va aussi bien aller. J'ai eu aucun pépin mécanique. La nutrition, j'ai eu des hauts, des bas, mais ça a quand même bien été. Je commençais comme à crasher, entre guillemets, kilomètre 18 et demi à la course. Là. Fait qu'il en restait pas beaucoup. Mais il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, puis c'est la même course, mais complètement différent, que j'ai l'impression que je repars un peu de zéro. T'as-tu ce feeling-là, toi aussi, quand tu repars d'une autre course, que là, t'es comme, je me relance dans le vide. Oui, c'est les mêmes distances, mais ça fait que c'est tellement différent quand même. Oui, je comprends. Oui, c'est sûr, je me retrouve dans ce que tu dis. Après, t'as quand même ta fondation puis ton expérience qui est là, tu sais. Fait que tu repars pas littéralement de zéro. Non. C'est juste le côté logistique puis le côté, spécificité qui te manque. Exact. Mais ça, c'est une bonne affaire parce que tu le sais, là, qu'est-ce que t'as besoin d'aller faire un petit peu de dénivelé, t'as besoin de rajouter un petit peu plus peut-être de strength training, juste pour être capable d'encaisser ce dénivelé-là, mais ta fondation est là. Il n'y en a pas de stress. Parfait, ça me rassure. Puis, en vue de ce deuxième-là, mettons, toi, c'est quoi dans tes trainings ou qui t'a permis d'aller chercher une coche de plus, qui t'a permis de t'améliorer? T'as-tu eu un élément clé ou toi, ce à quoi tu réponds plus, mettons? Par rapport à tes courses extrêmes, là, pas nécessairement mettons, est-ce que tu adaptes ton entraînement entre les courses ou vu que c'est tout avec bien du dénivelé, tu restes assez similaire? Oui, c'est sûr que j'adapte, mais toutes les courses en extrême ont énormément de dénivelé. Fait que c'est super important d'aller faire des courses entre elles puis de se taper des hill reps puis des trucs comme ça. Ouais. Mais mettons, si on compare le Canadaman avec le Swissman, Canadaman, sur le parcours de vélo, il y a 3000 mètres. Swissman, il y a 4000 mètres. Fait que tu sais qu'il y a plus de dénivelé au Swissman, mais c'est pas ça la vraie différence. La vraie différence, c'est qu'au Canadaman,
tu montes jamais en haut de, je pense, 300 mètres d'altitude. C'est juste du up and down tout le long. Ouais. Ce qui est extrêmement taxant. Versus le Swissman, c'est 3 gros cols. Fait que, tu sais, tu montes pendant 1 heure et quart straight, puis après ça, tu descends, puis après ça, tu remontes pendant 45 minutes, puis tu redescends. Fait que c'est vraiment pas le même genre d'effort. C'est vrai. Fait que c'est pas la même préparation. Fait que oui, 100%, tu veux adapter ta préparation en fonction de la topographie du parcours. OK. C'est vrai que dit de même, t'es comme 3000, 4000, OK, mais ça peut être réparti tellement différemment sur le parcours. C'est plus la même game, là. C'est complètement différent. Exact. Vraiment. Puis, tu sais, mettons, le Norseman, t'as les 17 derniers kilos, c'est uphill jusqu'à la fin, mais t'as une grosse partie, t'as comme 10 kilos qui sont sur de l'asphalte. Fait que tu montes basically comme un col en lacet, mais sur de l'asphalte. OK. Mais ça, c'est bon à savoir parce que c'est pas la même préparation que si tu finis avec le Mont Mégantic, que le Mont Mégantic, c'est ultra technique. Il te faut des shoes de trail, il te faut des pôles, tu sais, il faut que tu sois super alerte. Donc, tu sais, c'est pas la même préparation. Mais donc, ça reste que le training, 80%, tu sais, est similaire. Puis après ça, tu as le petit 20% de spécificité que tu vas faire pour la course en particulier. En particulier. Avec toutes ces années-là, tous ces trainings-là, moi, la partie, la physio en moi se questionne au niveau des blessures. Parce que, comme on s'est dit un peu tantôt, moi, j'ai eu une blessure, mais c'était vraiment traumatique. Ça n'a pas été une blessure d'entraînement, de surcharge, ce genre de trucs-là. Depuis les 9 dernières années, dans tous tes trainings, tout ça, t'as-tu dû affronter justement ces défis-là, des blessures? Comment ça s'est passé? Puis... Oui, 100%. Même qu'une des blessures a quasiment terminé ma carrière. Pas de par sa gravité, mais de par son impact que ça a eu mentalement sur moi. Donc, en fait, en 2023, mon but, c'était de comme remporter les championnats du monde d'Ironman en amateur. J'étais encore amateur à ce moment-là. C'était ma dernière année dans le groupe d'âge 18-24. Okay. Puis, j'avais fait le Canadaman l'année d'avant. Puis là, ben, je m'étais dit, OK, je vais essayer. Tu sais, c'est ma petite fenêtre, elle se ferme. Je vais essayer d'aller chercher ce titre-là. Puis, tu sais, souvent, ça te donne un beau tremplin pour justement passer pro. Fait que j'avais comme dédié toute mon année à Nice, parce que c'était la première année que c'était à Nice. Normalement, c'est Kona, là, mais là, c'était à Nice. Nice, ouais. Ce qui était pour moi, c'était les étoiles qui s'alignaient aussi, parce que Nice, c'était un parcours qui me correspondait 1000 fois mieux, que Kona. Okay. Parce que Kona, tu sais, c'est flat, t'es dans les bars, t'es dans les aérobars pendant 4 heures, puis that's it. Et là, Nice, il y a du dénivelé à fond, genre des gros cols, puis tout. Fait que, tu sais, moi, tout d'un coup, j'étais comme, OK, tu sais, c'est un signe de la vie qui me dit que, bon, OK, c'est ma fenêtre, puis genre, c'est mon opportunité et tout. Fait que j'avais comme tout planifié mon année tournée autour de cet objectif-là. Fait que, tu sais, pour se qualifier pour les championnats du monde, il faut que tu ailles gagner un autre Ironman quelque part ailleurs. Ouais. J'étais allé faire Ironman Lanzarote. C'est aux îles Canaries. Ooh. C'est des îles espagnoles, mais elles sont au niveau de l'Afrique. Fait que c'est trop pas proche de l'Espagne. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Puis c'est un parcours qui a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Moi, c'est ça, j'allais dire. Il me semble qu'il y a bien du dénivelé là aussi. Énormément de dénivelé. Puis énormément de vent. Parce que t'es une petite île en plein milieu de l'océan. Là. Genre, t'es vraiment exposé au vent fort. Fait que j'étais allé faire Ironman Lanzarote. J'avais remporté mon groupe d'âge. Fait que je m'étais qualifié pour Nice. J'étais dans la meilleure shape de ma vie en arrivant à Nice. Puis la course s'est super bien passée jusqu'à ce que j'arrive au marathon. Je sors de la transition, là, je suis deuxième, puis le premier, il est 10 secondes en avant de moi. Il est là, je le vois. Fait que c'est comme le spot où tu veux être, right? Parce que tu veux pas être premier sur le marathon parce que tu veux pas te retourner tout le long, puis genre être comme, il va-tu plus vite que moi, il revient sur moi, whatever. Là, il est là, tu sais. Il est sous mes yeux, fait que je peux juste attendre que je me sente bien ou que comme lui, qui casse, puis là, bang, je le passe, puis il n'y a aucune chance. Bref. Même pas genre 3 kilos dans le marathon, je commence à sentir de quoi sur le pied, puis là, je suis comme, c'est bizarre, c'est comme sensation, mais bon, rendu là aussi, t'es dans un Ironman, fait que t'as mal partout, là. Puis là, tu continues, mais chaque pas, ça s'empirait, genre, de façon considérable. Puis là, c'était de pire en pire, puis de pire en pire, puis après 5 kilos, je pouvais plus mettre de poids dessus, pantoute. Wow. Fait que fracture de stress, 3e métatarse sous le pied, DNF, j'ai pas fini la course. Puis ça a été comme un énorme coup mental parce que justement, tu sais, j'avais l'impression d'être une victime, entre guillemets. Je comprenais pas pourquoi, tu sais, l'univers avait décidé que comme tu sais, j'étais dans le shape de ma vie, tout se passait comme je voulais. Je m'étais entraîné, tu sais, j'avais fait tellement de sacrifices, autant, tu sais, en temps, en énergie qu'en argent, tu sais, j'étais all-in, tu sais, puis là, tout d'un coup... Surtout si près du but, là, comme tu dis. Près du but, exact. T'es deuxième, ça va bien, ça...
Exactement, ouais. C'était comme méga frustration. Je me souviens me lever le matin, le lendemain, puis genre, me sentir complètement, vide, pas de purpose, tu sais. J'ai mis mon bike à vendre sur le marketplace. J'étais rendu là. J'étais comme, moi, le triathlon, c'est fini, là. Genre, tu sais, si j'étais censé faire carrière là-dedans, ben, c'était là mon opportunité. Puis là, ben, c'est un signe clair de la vie que, comme, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que du triathlon. Fait que je l'ai vraiment pris de même. Puis ça m'a vraiment fait du mal. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de l'accepter. Ouais. Mais finalement, donc, j'ai pas vendu mon bike. Puis j'ai décidé de continuer quand même. Puis ça a été, ben, donc, la meilleure décision de ma vie, parce que l'année suivante, ben, je gagnais le Canada Man. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, ben, ma vie a quand même pas mal changé. Mais oui, donc les blessures, c'est tout le monde, tous les athlètes font face à des blessures. Ouais. Triathlon, c'est un sport qui est tellement dur sur le corps. Puis ben, on pousse notre corps tellement à sa limite, pour progresser le plus possible. Mais la ligne est mince entre j'optimise mon entraînement pour progresser, mettre du stress sur mon corps pour qu'il progresse. Puis là, hop, tout d'un coup, j'en ai fait un peu trop. Puis là, j'ai une blessure qui me met sur le sideline pendant 6 semaines, Ouais. Fait que oui, j'en ai eu des blessures. Mais là, je touche du bois depuis 2 ans. Là, depuis cette grosse fracture-là, je prends vraiment soin de mon corps. Je fais vraiment attention. Puis je m'écoute beaucoup. Ouais. Puis ça, ben, je trouve que ça fait la plus grosse des différences. Puis ça me permet de rester consistent, puis de pas me blesser. C'est quoi que tu as changé, mettons, je veux dire, entre guillemets, tes trucs? 2 trucs. Je dirais que, premièrement, je vais voir des professionnels de la santé avant d'avoir mal. Okay. Fait que, comme un suivi, moi, j'y vais tous les mois. Okay. Fait que tous les mois, je vais voir mon ostéo, puis je m'assure que j'ai pas mal nulle part, mais lui, il fait juste me replacer, me remettre la colonne droite, m'assurer que tout bouge bien. Ouais. Souvent, j'ai la hanche qui, d'un côté, bloque versus l'autre. Fait que ça, quand c'est pas traité, puis que tu l'expandes sur 6 mois, ben là, éventuellement, là, ça peut causer des blessures au genou, à la hanche ou whatever. Mais si tu le traites régulièrement avant que tu aies mal, ben, il n'y en a pas de problème. Fait que, c'est une question de régler les problèmes avant que ça les petits bobos avant que ça devienne des gros bobos. Ouais. Fait que ça, c'est mon gros tip. Puis sinon, c'est un non-negotiable. Maintenant, c'est tous les jours, il faut que je prenne soin de mon corps. Fait que c'est comme un 15 minutes que j'attribue. Puis si, mettons, je m'en vais me coucher puis que je l'ai pas fait, là, je peux pas aller me coucher. Il faut que je le fasse. Normalement, je le fais plus tôt dans la journée. Là. Mais tu sais, des fois, life gets in the way. Tu as des trucs, boum, ta journée à déroule puis t'as pas vu le temps passer. Moi, ça m'arrive de comme, OK, il faut que j'aille me coucher. Là, je suis fatigué. Puis je suis comme, tabarouette, je sais pas. Fait que prendre soin de mon corps, c'est soit m'étirer, me foam roller ou yoga. Fait que c'est cool parce que ça me permet de cycle through it, de les alterner. Parce que quand tu t'étires tous les jours, au bout d'un moment, t'es écœuré de t'étirer. Quand tu te foam roll tous les jours, anyway, c'est pas bon de se foam roll tous les jours. Là. Mais si tu le fais tous les jours, t'es écœuré. Du yoga, ben, ça c'est un peu plus comme dynamique, puis c'est un peu plus, il y a plus de variantes, mais comme c'est ça, je me verrais pas faire ça tous les jours. Mais là, de les faire comme en alternance, ça me permet de, c'est ça, vraiment juste rester on top of things. Puis, c'est un petit, genre 15, 20, 30 minutes que tu investis par jour. C'est tout petit. Mais comme tu le fais tous les jours, c'est fou la différence que ça peut faire. Parce qu'au bout de la ligne, ben, ça fait, mettons, 3 heures par semaine. Puis j'ai pris soin de mon corps. Puis j'ai réglé les problèmes avant qu'ils deviennent comme quelque chose qu'ils arrivent, là. Fait que ça, c'est mes 2 gros tips. Mais bon, ça veut pas dire que je suis à l'abri des blessures. Mais non, c'est sûr que non. Pour moi, c'est comme, ce non-negotiable-là, c'est comme, je paye mon rent là, dans mon corps pour qu'il soit en santé. C'est comme, OK, j'ai investi ce 15 minutes-là, ce 20 minutes-là, parce que j'aime pas ça faire ça. Là. Je suis pas... T'aimes même aller courir ou aller... Ben oui, je suis comme tout le monde. Là. J'ai pas de fun à m'étirer puis à me foam roller. Puis, je suis pas attiré à faire ça du tout. Mais c'est comme, OK, je vais le faire, cet effort-là, pour justement me permettre de pas après être 6 semaines dans une botte parce que justement, je me suis ouvert le pied ou que comme ça, je le vois. Fait que, comme tu dis, je pense que c'est de prévenir au lieu de guérir. Fait que puis si ça marche bien en ce moment pour toi, on se dit, on change rien, on continue. Exact. Puis, c'est sûr qu'après ça, j'imagine que tu as un coach puis que tu es suivi aussi côté entraînement.
pour... Ouais, ben en fait, moi, j'étais self-coached pendant toutes mes 5 dernières années. Puis là, ben, j'ai commencé à travailler avec Antoine, J'ai le cœur des roches. Ouais. Fait que c'est un beau partnership. T'sais, moi, je voulais pas comme juste donner les rênes puis être comme... Je veux un coach puis plus m'en occuper. Pour moi, c'est important de comme être impliqué parce que je me connais, je sais qu'est-ce que j'ai besoin et tout. Mais c'est bien parce que là maintenant, ça me permet d'avoir un œil externe sur qu'est-ce que je fais, avoir une opinion aussi différente, puis challenger un peu ce que normalement je ferais. Puis à date, ben, ça fonctionne très bien. Puis tu as dit un mot-clé pour moi tantôt, écouter ton corps. Je pense que c'est quelque chose que les gens ont tendance à pas faire. Puis des fois, il faut faire la différence justement entre quelqu'un qui est plus amateur puis quelqu'un qui est pro puis qui a des objectifs comme toi d'aller gagner. Des fois, oui, il faut que peut-être que tu te pousses un peu. Encore une fois, tu l'as bien dit aussi tantôt, la limite est vraiment fine. Mais les gens ont tendance à pas écouter leur corps puis à écouter le plan d'entraînement. Mais aujourd'hui, la veille, ils n'ont pas bien dormi, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Puis c'est comme, mais mon training dit ça aujourd'hui. Je vais aller le faire. Puis finalement, là, de fil en aiguille, ça se ramasse à moins bien aller. Fait que c'est quoi tes cues au niveau de ton corps pour bien l'écouter? Concrètement, comment ça se présente? Ouais, honnêtement, tu sais, j'ai pas la réponse parfaite non plus parce que c'est ça qui est le plus dur avec le sport d'endurance, en fait. Mm-hmm. C'est que on n'est pas comme une machine qui nous dit « OK, là, en ce moment, je pousse, mais je pousse, ça fait mal, puis c'est normal parce que je veux sortir de ma zone de confort pour progresser. Ou là, j'ai mal parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans mon corps. » C'est deux trucs complètement différents, puis des fois, la douleur est vraiment similaire. Fait que c'est dur de faire de discerner lequel est lequel. Ouais. Mais il y a quand même quelques sensations que, tu sais, des fois, tu peux sentir que c'est comme, OK, là, c'est mon corps qui me dit que c'est too much. Tu sais, il faut que je tire la plug, puis que je suis mieux de pas faire cette séance-là, de récupérer, puis de revenir en force demain ou après-demain. Versus, il y a des moments où, tu sais, ouais, j'ai mal, mais faut que je passe à travers cette séance-là parce que c'est là que ça paye, tu sais, puis c'est pour ça que je suis rendu là, tu sais. Fait que c'est dur de donner un tip parce que c'est une question de se connaître. C'est une question de reconnaître ces douleurs-là puis d'être capable de faire la différence entre OK, ça, c'est une douleur qui est bonne. Il faut que je pousse à travers parce que ça va me faire progresser. Puis ça, c'est une douleur qui est pas bonne. Là, je suis en train de détruire mon corps puis me faire mal. Se connaître, je pense que c'est ça qui est vraiment important. Fait que ça t'arrive des fois, il y a un training de prévu puis que t'es comme, je vais pas y aller gaz au fond parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça t'arrive de faire ça? Ça m'arrive. Mais souvent, je veux commencer la séance. Ouais. Fait que je commence la séance parce que des fois, t'as la barrière mentale de juste... Mettons, t'as vraiment pas le goût de faire la séance. Tu regardes le planning, t'es comme, my God, j'ai 12 fois 1000 threshold, j'ai pas le goût de la faire, je suis fatigué, blablabla. Pour moi, c'est important de commencer la séance parce que souvent, une fois que je commence la séance, là, j'ai du momentum, puis finalement, je passe au travers, puis tout va bien, tu sais. Okay. Mais si, mettons, je sais que, OK, j'ai un petit niggle, je suis pas trop sûr si je vais être capable de le faire, puis tu sais, j'ai comme le goût de pas la faire, mais en même temps, je sais pas trop. Je vais commencer la séance, puis là, ben, si je continue à sentir cette sensation-là, puis que ça se passe pas bien, tu tires ça plug, puis genre, il y a pas de honte, là. En 2026, Gabriel, Guillaume et moi, on continue sur notre lancée en vous donnant au moins un podcast par semaine, sinon plus. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de rien manquer. Pour ce que tu dis au niveau mental, je pense que c'est vrai, des fois, le plus dur, c'est de mettre ses souliers. C'est tout le temps le plus dur. Je le vis des fois, ça me tente pas tant, c'est pas zéro blessure, c'est plus aujourd'hui, ça me tente moins. C'est comme, OK, je sais, maintenant je reviens du travail, il faut que j'arrive chez moi, il faut que je mette mes souliers là, tout de suite, puis je parte tout de suite parce que si je fais l'erreur de m'asseoir, là, c'est encore plus tough. Là. Fait que oui, des fois, de juste se lancer puis de dire, OK, peut-être que la motivation n'est pas là à 100% aujourd'hui, mais à la fin, je reviens puis je suis quand même contente d'être allée puis de l'avoir fait. Là. Fait que c'est rare que tu vas regretter une séance que tu as faite. Ouais. Mais tu vas souvent regretter une séance que tu n'as pas faite. Ouais, ça c'est... Fait que souvent, moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment ça le plus dur. Souvent, c'est juste de sortir. T'sais. Une fois que je suis en mouvement, tu sais, le triathlon, c'est ma passion. C'est genre le truc que j'aime le faire le plus au monde. Fait que,
Ouais, quand je suis fatigué et que j'ai fait beaucoup de training, ben j'ai plus le goût de sortir. Mais une fois que je suis sur mon vélo, je suis heureux comme tout. Là, puis une fois que je cours, ben, je suis heureux comme tout. Puis tu sais, oui, des fois, je suis pas heureux puis j'ai juste hâte que la séance elle finisse. Puis c'est normal, on passe tout à travers de ça. Ben oui. Mais le plus gros challenge, oui, c'est de sortir parce que t'es confortable à la maison, t'es bien. Puis j'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui t'a fait passer? Comment on passe, mettons, de amateur à pro? Qu'est-ce qui définit, mettons, un triathlète professionnel? Ben, ouais, c'est un sport qui est non professionnel, right, le triathlon? Parce qu'on n'a pas de. C'est pas comme la Ligue nationale de hockey ou la NBA ou whatever, que là, tu sais, t'as des organisations de joueurs, puis tu sais, des conditions de travail, basically. Là. Ouais. T'es comme un peu le travailleur autonome là, en pro. Fait que tu peux avoir ta licence. En fait, il y a beaucoup de triathlètes qui sont pros, qui ont la licence pro, qui compétitionnent chez les pros, mais qui ont un autre emploi sur le côté. Parce que c'est vraiment dur de make a living en triathlon. Fait que c'est ça. Fait que pour avoir ta licence pro, ça te prend un aspect performance. Okay. Puis après ça, pour gagner ta vie de ça, il te faut et la performance et aussi une présence sur les réseaux sociaux maintenant parce que c'est ça qui est important. Les commanditaires, c'est ça qu'ils regardent maintenant. C'est sûr qu'ils sont contents quand tu gagnes des courses. Là. Ça donne full de notoriété puis de crédibilité au brand. Mais au bout de la ligne, ils veulent aussi que tu aies un reach. Donc maintenant, c'est 2 balles à jongler. Là. Comment tu vis ça, le chapeau d'être sur les réseaux sociaux puis de faire tout ça? Au début, quelque chose que t'aimes un peu? Au début, j'ai trouvé ça vraiment dur. Non, j'étais vraiment contre ça. Moi, je voulais vraiment pas. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu à l'évidence. En fait, moi, ça a été comme une expérience où j'étais piste. Parce que ça faisait 7 ans que je faisais du sport. Tu sais, je dédiais ma vie au triathlon. J'avais atteint un super bon niveau, mais j'étais incapable d'en vivre. Tu sais, c'était vraiment dur de même juste obtenir de l'argent. Du gear, tu sais, les compagnies sont vraiment prêtes à t'en donner quand tu as un bon niveau. Ça, tu sais, pour eux, c'est un investissement qui est comme moindre. Puis leur retour sur investissement peut être que genre extraordinaire. Mais là, de les faire débourser, ça, c'est vraiment dur. Puis, j'étais sur les réseaux sociaux, puis là, je voyais des gars qui ils venaient juste de se mettre au triathlon. Là, ils avaient fait, mettons, un Ironman. Puis genre, ils avaient fait 12 heures au Ironman. Puis rien, j'enlève rien là, à quelqu'un qui fait un 12 heures en Ironman, mais ils avaient comme document leur journey à travers les réseaux sociaux. Ils s'étaient accumulés genre une audience. Puis il y avait une tonne de sponsored posts, puis genre de brand deals, puis de trucs comme ça. Puis j'étais comme, voyons, Colin, ces gars-là, genre, je pourrais avoir une jambe cassée puis aller plus vite qu'eux, tu sais. Puis j'ai pas ces opportunités-là qui se présentent à moi. Puis eux, juste parce qu'ils ont une audience, puis une présence sur les réseaux sociaux, ils ont accès à tout ça. Puis moi, je cravais ça parce que là, c'est ça, ça faisait 7 ans que je travaillais un peu dans le noir pour essayer de comme arriver à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est là que je me suis dit, pour vrai, c'était ça, j'étais vraiment fâché. Là. Ça est venu me chercher suffisamment pour... C'est venu me chercher suffisamment pour overcome cette peur-là de me faire juger par mes amis puis par le monde qui sont autour de moi de check le gars qui essaie de devenir un influenceur puis qui fait du content parce que on a toute cette peur-là d'être perçu puis de se mettre out there parce que c'est full vulnérable. Puis tu sais, moi, ça a été un gros bloc pendant plusieurs années parce que je savais que ça s'en allait vers là puis qu'il faudrait que je le fasse puis que éventuellement voilà. Mais j'avais trop pas cette énergie, cette capacité-là à overcome. Mais là, j'étais suffisamment fâché pour être comme, regarde, tu sais quoi, Sam? Genre, tu le fais, tu te lances. Puis au début, c'était vraiment un grind. Là. J'aimais pas ça. Ça prend tellement de temps, tellement d'énergie. Puis au début, tu as 0 retour sur ton investissement là, parce que, tu sais, avant que des vidéos fonctionnent, là, il faut que tu en fasses des vidéos. Là. Mais à travers ça, je me suis découvert une nouvelle passion. Puis maintenant, j'y prends plaisir. Puis tu sais, je me mets aussi moins de pression. Puis tout d'un coup, aussi, j'ai un retour sur investissement parce que là, tu sais, quand ça fonctionne un peu, t'as du fuel supplémentaire. C'est un peu comme s'entraîner en triathlon. Au début, c'est motivant parce que tu t'entraînes, tu progresses. Fait que là, oh my God, je progresse. J'ai le goût de m'entraîner. Je progresse, j'ai le goût de m'entraîner. Mais là, tu sais, c'est quand tu progresses plus que là, c'est tough de continuer à s'entraîner. Mais les réseaux sociaux, pour moi, ça a été une expérience inverse. T'sais, quand tu commences, tu travailles énormément, mais tu n'as aucune progression. Tu n'as t'as pas de momentum. Tu travailles dans le vide un peu. Là. Vraiment. Puis tu passes des heures, puis des heures. Tu le sais. Là. Comme c'est des. Puis tu n'as aucun retour sur ton investissement, fait que tu te remets vraiment en question. Puis en plus, tu t'embarrasses parce que tu mets ça out there, puis tout le monde peut le voir, puis tout le monde voit que t'es chou, puis que genre, tes vidéos, ils ont 30 likes, puis 200 vues. Là, genre, puis faut juste que tu continues, puis que
tu te baisses la tête puis que tu y penses pas. Puis c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, oui, éventuellement, j'ai commencé à prendre plaisir. Puis là, j'ai trouvé mon groove là-dedans. Puis je me fais plaisir. Puis je prends pas ça trop au sérieux, mais en même temps, je comprends comment ça fonctionne. Puis maintenant, il y a un retour sur investissement. Fait que ça justifie les heures que je passe à filmer ça, puis à éditer ça, puis compagnie. T'sais. C'est ça, je pense que c'est comme un deuxième chapeau que de plus en plus avec les réseaux sociaux, les athlètes, ils ont comme pas le choix. Tu sais, je pense que c'est. Parce que tu l'as vécu, quelqu'un qui était moins axé sur la performance, c'est pas juste la performance. Vraiment. C'est un élément, évidemment, mais c'est pas juste ça. Fait que tu l'as vécu, puis là, t'as été. Puis même, tu sais, les gars qui gagnaient leur vie, tu sais, les top dogs, là, genre les meilleurs au monde qui gagnaient leur vie de par le triathlon, de par leur performance, eux, maintenant, ils se font obligés à poster aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a du monde, il y en a qui, un peu comme moi, ils ont rentré dans la game, puis maintenant, ils ont du plaisir, puis tu le vois, tu sais, ils font super bien ça, mais tu le vois qu'il y en a d'autres que, comme, ils veulent pas faire ça, puis ça les énerve, tu sais. Mais dans leur contrat, ils ont des deliverables, puis genre, faut que tu postes, faut que tu parles de notre brand, faut que tu parles. Fait que là, tu sais, maintenant, c'est vraiment ça, tu sais, le triathlon, c'est. Même les meilleurs au monde, il faut qu'ils postent, faut qu'il y ait une social media game. Puis, tu sais, maintenant, il y en a qui hire, tu sais, qui engagent de l'externe pour aider à ça parce que c'est une énorme charge mentale. C'est une énorme charge de temps aussi. Surtout si t'aimes pas ça, c'est ça, tu te prends quelqu'un à l'externe pour faire ça. Puis là, tu t'enlèves une petite charge. Exact. Pour ça. J'aimerais qu'on on fasse un parallèle avec justement le prendre du fun à faire des réseaux parce que ce que j'ai vu m'a bien fait rire. Ton Ironman sur un vélo en bois. Déjà, encore une fois, un Ironman. Je pense que si je décidais de faire ça demain, je serais vraiment, vraiment fatiguée, sous-entraînée, puis de courir un marathon, probablement je me blesserais parce que j'ai pas le volume pour ça en ce moment. Fait que toi, tu t'es lancé aussi avec un ami. Ouais, c'est une histoire vraiment folle un peu. Dans le sens que mon meilleur ami, il s'appelle Sam aussi. Puis en fait, c'est grâce à lui que je suis tombé dans le triathlon un peu, là. Mais bon, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Il a construit un vélo en bois, mais lui-même, là, de A à Z. Y a-tu des connaissances un peu en... Du woodworking, genre, mais pas une formation. Il a appris sur le tas, genre, il a construit, depuis qu'il est petit, il construit des trucs à droite à gauche en bois, puis comme c'est sa passion, puis il aime ça. Puis, ben, c'est un gros cycliste, il adore le vélo. Fait que, il a décidé de construire un bike en bois. Mais moi, j'ai vu le processus de A à Z. J'étais allé au BMR avec lui acheter ses planches de bois, puis j'étais comme, comment il va transformer ça en un bike, tu sais? Ouais. Puis, il a pas juste réussi, il a fait un bike qui est absolument magnifique. Ça vaut la peine de le voir. Là. Il est tout bien. Il est magnifique. Bref. C'est vrai que je l'ai regardé vite, puis il a fallu que, comme il n'y a pas l'air en bois, comme ça n'a pas l'air dans le sens que, je sais pas, il a été sablé. C'est vrai que c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Il est vraiment magnifique. Puis ben, il a pris les pièces d'un fixie pour tout ce qu'il ne pouvait pas construire en bois. Fait que, les roues, le guidon. Le pédalier et compagnie, bien sûr, c'est pas en bois. Mais, mais le frame est en bois, il est absolument magnifique, puis tout. Puis tout ça pour dire que lui, il voulait vraiment que je fasse un Ironman dessus. Puis il arrêtait pas de me dire hey, tu devrais faire un Ironman dessus, tu sais, parce que lui, il a construit le bike, moi, c'est ça que je fais. Puis là, j'ai comme, non, là, je vais pas faire ça. Puis une soirée random, j'ai perdu. Genre, on a fait un bet qui était complètement ridicule, complètement genre stupide. Moi, j'étais sûr que ça allait pas, tu sais, que j'allais gagner. Puis j'ai perdu, puis je me suis ramassé j'avais bête que genre, ok, tu sais, si je perds, je vais le faire. Ton Ironman sur ton bike en bois, là. Puis ben, c'est ça, j'ai perdu. Fait que je me suis ramassé à faire un. Mais tu sais, c'était pas pour le social media, c'est juste que bon, l'opportunité était là. Puis finalement, c'était une drôle d'expérience. Tu sais, c'est une histoire que ça va être drôle à raconter à nos kids quand on va avoir. Tu sais, on va avoir 40 ans, parce que, ouais, viens-t'en, là, papa, il va te raconter une histoire du temps qu'il a fait un Ironman sur un bike en bois que, tu sais, que ton oncle ou whatever, ton parrain, a fait. A construit. C'est cool, tu sais. Fait que, c'était en avril, en plus. Fait que, j'ai nagé dans le bassin de Chambly. Il faisait frais. Ouais, c'est pas encore chaud. Il faisait. Ouais, c'était vraiment froid. Puis après ça, ben, tu sais, le bike, il y a juste une gear. Ouais. Fait que je suis allé rouler sur le circuit Jules Villeneuve là, pour me donner quand même une chance. Là, une chance. Puis après ça, ben, c'est ça, j'ai couru le marathon sur le long du canal de la Chine. Là, mais tu sais, c'était easy. Là, j'ai comme, je suis pas allé vite. J'étais low zone 2 parce que je voulais pas que ça affecte mon training. Ben oui.
Mais en même temps, c'est ça, j'avais perdu un bet, fallait que je l'honore. Puis j'ai eu la chance aussi qu'il m'accompagne, lui, toute la journée, dans le sens qu'il a fait une centaine de kilos sur le bike avec moi sur le circuit. Puis après ça, il m'a accompagné en bike le long du marathon. Fait que, dans le fond, on a passé une journée entre boys. À travers ça, on a fait un Ironman. Mais c'était Parce que des fois, ce genre de truc-là, vraiment, je veux dire, funky, là, si ça sort de l'ordinaire, c'est comme, le monde accroche là-dessus, puis ils sont comme, oh my God, il a fait ça. Ben oui. Ben, tu sais, après coup, on était comme, oh my God, on va juice that. Tu sais, on va le presser, là, tu sais, c'est comme, tu viens de faire un Ironman sur un bike en bois, on va faire une vidéo par rapport à ça, tu sais, puis là, ben, tu sais, le hook, c'est sûr que, tu sais, is it possible to do a full Ironman on a wooden bike? C'est comme, never been done before, never, tu sais, j'ai jamais vu ça. C'est sûr que le monde, c'est sûr que cette vidéo-là, elle allait pogner, là, fait que... c'est ça, le social media game maintenant, mais tu sais, c'est une fois que tu comprends un peu comment ça marche, tu peux avoir du fun, puis en découvrir, tu sais, en découler quelque chose de bien, là, tu sais. Je pense que ça fait que les gens, justement, tu l'as dit tantôt, le reach, la communauté, mettons, les gens, je veux dire, ils s'attachent à toi, ils sont curieux, ils veulent savoir ce que tu fais, puis tes prochains défis, ce qui m'amène à la prochaine question. Qu'est-ce qui t'attend Qu'est-ce qui m'attend en 2026? Dans le fond, là, je me lance dans un projet de 2 ans. Donc, comme on parle depuis le début, moi, mon objectif ultime, c'est de gagner le Norseman. Ouais. J'étais qualifié pour y retourner cette année en gagnant le Swissman l'an passé. Mais j'ai décidé de faire une croix là-dessus. Okay. Je sentais que c'était comme rush into it, puis que c'était comme trop serré. Je préférais me donner une année supplémentaire, puis continuer à gagner un peu d'expérience sur le circuit, continuer à me développer moi en tant qu'athlète, puis en tant qu'être humain, pour en 2027 y retourner. Puis là, être vraiment comme focus, toute la saison autour de ça, avoir optimisé tout ce que je pouvais optimiser. Ouais. Donc, cette année, je vais faire 2 autres Ironman extrêmes. Okay. Mais je ne fais pas le Norseman. Je vais faire un Ironman extrême dans les Pyrénées. C'est, by the way, c'est les deux courses du circuit les plus dures. On le Norseman puis celui dans les Pyrénées? Le Norseman, il est facile à comparer ceux-là. Oh, wow. Le Norseman, il est pas facile, on est d'accord. Ouais. Là. Mais, mettons qu'on le regarde sur papier, là, le Norseman, il y a 3000 mètres de dénivelé sur le bike, 3200, je pense, puis 1008 à pied, ce qui est énorme. Énorme. Mais là, celui dans les Pyrénées, il y a 5000 mètres de D+, à vélo, puis 2800 à pied. Fait qu'on parle de, tu sais... C'est le plus dur sur le circuit. Là, ça va être une course que je veux gagner. Ouais. Mais même en la gagnant, ça va probablement me prendre genre 13-14 heures. Là, ça va être une longue journée. Mais donc, c'est ça. Donc, dans les Pyrénées, c'est en juillet. Okay. Fait que ça va être une grosse course. Puis après ça, je m'en vais dans les Dolomites en Italie, qui est un autre cycling paradise, là, qui est sur ma bucket list depuis des années. Fait que, je rends l'utile à l'agréable. Ben oui. Je vais faire des courses dans des endroits comme la Suisse, comme la Norvège, c'est des endroits que je veux visiter. Puis, c'est ça, je joins l'utile à l'agréable. Fait que là, les Dolomites, ça aussi, c'en est un autre extrêmement dur. Il y a aussi 5000 mètres de D+, sur le vélo. Mais c'est 200 kilos au lieu de 180. Puis après ça, le marathon, il finit un peu moins de dénivelé sur le marathon, mais il finit à 3000 mètres d'altitude. Genre, tu finis dans une station de ski, genre en haut, perdu dans les montagnes. Ça va être trippant. Fait que, tu sais, je veux utiliser ces 2 courses-là pour continuer à gagner de l'expérience sur le circuit. Puis après ça, déboucher sur le... ça me donne aussi 2 opportunités de me qualifier pour le Norseman, dans le sens que j'ai besoin d'en gagner juste un des 2 pour avoir mon ticket pour le Norseman 2027. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est ça qui m'attend. Je vais peut-être faire quelques courses aussi autour de ça, préparatoires, des 73, peut-être sur la Pro Series ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment pas mon focus, puis c'est vraiment pas ma tasse de thé non plus. Fait que c'est plus comme un entraînement. Oh wow, c'est quand même des gros projet malgré tout ça. Ça a l'air, 5000 mètres, c'est énorme. On dirait s'ils pouvaient mettre du dénivelé dans la natation, ils le feraient, je pense. C'est comme, 100%. On va te faire nager en angle de même. C'est quelque chose. Moi, je pense que dans quelques années, ils vont nous faire monter des rivières. Ah ouais, non, aller dans le sens inverse. Comme des saumons, là. Ouais, exact, sens inverse où tu rajoutes une coupe de requins dans l'eau. Puis juste pour... moi, ça, c'était dans les trucs nager en eau libre. Mon imagination à part un peu trop des fois, puis je trippe pas tant. Ouais. Fait que... Mais moi aussi, au début, quand j'ai commencé l'eau libre, j'aimais pas ça parce que moi, c'était les algues.
les algues, je trouvais ça tellement dégueulasse, là, puis j'étais comme Mais c'est ça, tu sais, à force de le faire, tu t'habitues, puis là, maintenant, surtout quand tu te lances dans le trimème frais, là, puis que t'as genre les algues qui te frottent le bidon tout le long de la natation parce que les algues sont partout. Là. Sont là. T'apprends à les oublier. On dirait que moi, quand je me mets un wetsuit, je me sens invincible. Genre, c'est une protection. C'est vraiment une protection de plus. Je suis comme, ça va bien avec ça. C'est sûr que ça va stopper les dents d'un requin, ça. Le wetsuit. Faut pas le dire à ma tête, ça. Faut pas... C'est dur comme du rock. C'est dur, quoi. Fait que, ouais, non, c'est comme plus... une armure de Iron Man. Genre... Iron Man, c'est un... Ouais, pas Iron Man. Iron Man, le super-héros, je parle. Mais ça fait un bon lien avec tout ça. Hey, good. Je pense qu'on pourrait continuer encore pendant longtemps. Moi, ce que j'aimerais, c'est revenir sur un élément, encore une fois, qui aurait pu être un life-changing pour toi, ton accident ton accident de vélo à voiture. C'est comme le cauchemar de, évidemment, tous les cyclistes. Ouais. On veut pas que ça arrive. Surtout, mettons, à Montréal, ici, le monde, on sait que les autos, c'est pas toujours les gens les plus courtois envers les cyclistes. C'est sûr. Puis, il t'est arrivé justement un événement que tu veux-tu nous en parler un peu? Ouais. Vite, pour du contexte, dans le fond, moi, j'ai passé l'hiver en France. Puis pour préparer ma saison, puis c'est ça, je suis un dimanche, j'avais une longue breaks à faire. En plus, c'était comme un enchaînement vélo-course. J'avais comme 5 heures de bike, puis 1 heure et demie de course à pied à faire. Puis c'est ça, comme à l'habitude, tu sais, c'est une journée, ça part tout le temps d'une journée vraiment standard, puis tu le sais pas que tout peut changer ce jour-là, mais tout peut changer. Puis j'étais même pas 1 heure et demie dans ma ride, j'étais sur une rue principale, puis... il y a un char qui a débouché d'une rue secondaire, qui avait un stop. Puis lui, il a regardé à... Moi, j'arrivais de la gauche. Lui, il a regardé à droite qu'un char s'en venait pas, mais il a pas regardé à gauche. Puis là, il s'est engagé. Mais lui, il passait direct devant moi, dans ma voie. Puis là, quand j'ai vu qu'il s'arrêtait pas, moi, c'est parce que j'arrivais vite. J'étais à 40-45 km/h. Puis là, quand j'ai vu qu'il s'engageait, j'ai commencé à crier parce qu'il était juste devant moi. Puis j'ai mis les freins. Mais à la vitesse où j'arrivais, puis l'espace que j'avais, il n'y en avait pas suffisamment. Puis lui, le pire de la chose, c'est que quand il m'a entendu crier, il m'a vu, puis il a figé, comme un cerf sur l'autoroute. Là, il a figé. Fait que son char, il a stoppé en plein milieu de la voie, genre complètement, il prenait toute la voie. Au lieu de continuer peut-être un peu, puis de... Si, mettons, c'est ça que, après, tu rejoues le scénario dans ta tête millions de fois, puis t'es comme, OK, mettons que j'avais pas crié, peut-être qu'il aurait pu sortir de la voie, moi, j'aurais pu l'esquiver, puis, passer à droite. Mais là, vraiment, il a figé en plein milieu de la voie. Moi, j'ai foutu les freins, mais comme, il n'y avait pas assez d'espace. Bang! J'ai rentré, j'ai plaqué le char comme un joueur de hockey, là. Puis, c'était vraiment pas une expérience plaisante. Moi, depuis les 8-9 ans que je faisais du triathlon, j'ai jamais eu de gros accidents en vélo. J'ai toujours été super chanceux à ce niveau-là. Puis là, vraiment, c'est un accident qui se passe en une fraction de seconde, mais t'as l'impression que ça prend une éternité, là, parce que la chute, la collision, ta voix arriver, le temps, il se dilate fois 1 million. Là. Ouais. Puis là, t'es comme, oh my God, je vais être paralysé, je vais me casser le cou, genre, je vais passer par-dessus le char, je vais faire 14 saltos, puis, me casser tout. Ouais. Ma vie, je pourrais plus faire de triathlon, ma saison est finie. Tout ça se passe dans ta tête en l'espace de comme une fraction de seconde. Puis en fin de compte, je ferme les yeux, puis je rentre dans le char. Puis là, je rouvre les yeux, puis je suis juste comme claqué dans le char. J'ai ma poignée de guidon qui est pris dans sa portière. Il y a du sang partout. Mais comme vite de même, je me sens intègre, je me sens comme bien. Fait que là, je suis comme, OK, c'est peut-être juste l'adrénaline aussi. Fait que j'essaie de pas bouger trop vite au cas où, il y a comme un trauma ou whatever. Mais là, c'est silence radio, là, il y avait plein de monde autour, puis il était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, je venais de crier, ah! Puis là, pouf! Puis finalement, écoute, j'étais super chanceux dans ma malchance parce que c'était une petite voiture, la fenêtre était ouverte, et donc ça a fait en sorte que mon guidon est rentré dans la fenêtre. Moi, mon épaule a pogné le dessus de sa portière. Mais ça a fait en sorte, c'est un peu comme... tu regardes-tu le hockey? Ouais.
Alexander Ovechkin, tu sais c'est qui? Ouais. Bon. Lui, là, à l'époque, là, moi, quand j'étais petit, c'était mon préféré. Là, puis lui, ses célébrations, là, c'est comme il sautait dans la bande. Là, il sautait sa bande. Bon, ben, c'est exactement ça que j'ai fait avec mon bike. Puis c'est ça qui m'a sauvé parce qu'en fin de compte, j'ai réussi à rester debout sur mon bike puis à juste m'accoter dans le char. Fait que t'es pas tombé par terre. Fait que j'ai jamais touché le sol. Wow. Puis c'est ça qui, je pense, qui m'a sauvé. Wow. Puis c'était une petite voiture. Puis c'est ça. J'étais super chanceux. J'ai perdu un ongle. C'est tout ce que j'ai eu. Wow. Fait que mon ongle, il s'est arraché, d'où le sang qui était partout, parce que là, ben, ça gicle. Mais par contre, mon bike, il était fini. Là. Ouais. La fourche cassée, puis... Rendu là, si j'ai à choisir entre mon bike ou moi, le choix est facile. Tu fais ce choix-là 1 million de fois, là, 100%. Là, j'étais super... reconnaissant grosse mise en échec sur l'auto. Grosse mise en échec à la OV. Y a-tu eu un petit 2 minutes for roughing de la part de l'auto ou quelque chose, une petite pénalité? Ben, en tout cas, le gars, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, on a fait affaire avec les assurances. Puis, tu sais, c'est tombé un peu sur pas une mauvaise personne. Là. Le gars, il a été super correct là-dedans, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est juste que, tu sais, dans le sud de la France, c'est bourré de plein de monde super riche, puis lui, il n'y avait pas une scène. Là, fait que au début, on voulait faire à l'amiable, tu sais, de comme, ben, je vais réparer mon bike, puis je t'envoie la facture, puis comme ça, tu sais, t'as pas une grosse note parce que t'aurais pu me tuer. Là. Oui. Oui. Tu sais, ton assurance, elle va te faire mal là, dans les prochains mois. Là. Clairement. Fait que on voulait régler ça à l'amiable, mais lui, il avait aucune idée du vélo. Tu sais, quand je lui ai dit que mon vélo valait 10 000 $, il me croyait pas. Là. Lui, il avait jamais entendu parler de ça. Lui, dans sa tête, ça valait 500 $. Fait que là... tu sais, quand tu dis qu'une réparation de fourche, ben, ça va coûter 1000, 1500 $, il capote. Puis il n'y avait pas ce genre d'argent-là, puis c'est bien correct. C'est juste que moi, j'avais pas besoin de mon bike. J'étais en train de préparer ma saison. Ça m'a comme un peu mis dans un pickle parce que j'avais plus de bike pendant une grosse période de temps. Mais donc, voilà, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui là, pour la suite, mais moi, je m'en suis sorti indemne. Moi et un ongle. Ouais, mais après ça, tu sais, retourner sur la route en bike, les séances d'après, là, c'était un challenge mental. Là. C'était comme, t'es vraiment nerveux, t'es super aware. Tu regardes partout. Tu prends pour acquis que tous les chars vont te frapper. Là, ça, c'est comme un long processus avant de te ressentir confortable sur la route. Ouais. Mais bon, ça revient. Fait que... C'est la définition, je pense, du PTSD, là, du post-trauma, là, d'avoir ce stress-là. C'est tout à fait normal. Puis après ça, par contre, tu peux pas vivre toutes tes autres sorties de vélo pour le restant de tes jours assure, parce que là, tu vas être brûlé mentalement aussi si tu es hyper vigilant. Mais je pense que c'est tout à fait normal d'être dans cet état-là après. Puis, ouais, puis ça t'enlève aussi le plaisir de rouler. Là, quand tu es constamment en train de penser que tu vas te faire frapper, t'as plus de fun. T'as plus envie. C'est quand même je pense que c'est un gros événement, encore une fois, qu'on souhaite à personne. Puis c'est comme la sécurité, on en parle souvent, on veut faire attention le plus possible, ou des fois les cyclistes ont la mauvaise réputation d'être un peu fous sur les routes, si je peux dire, de ne pas faire des stops. Mais on dirait que ça, c'est toujours des éléments de... C'est moi qui décide de ne pas faire le stop. Je regarde, je suis en contrôle, tandis que là, s'il y a une auto qui arrive, c'est souvent ça, les accidents, c'est des trucs que tu n'es pas en contrôle. Puis là, je dis à tout le monde de faire leur stop, là, c'est important. Mais faites vos stops. C'est comme quelque chose d'externe qui arrive que là, t'es pris au dépourvu, puis t'es comme, oh merde, là j'ai pas le contrôle. Puis en vélo, évidemment, t'es beaucoup plus vulnérable. Ben, c'est là que tu te rends compte. En fait, c'est qu'à travers les années, tu te construis un petit peu ce sentiment-là de carapace, de genre, je suis intouchable. Tu sais, je suis en sécurité sur la route parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe, puis tout va bien. Mais à partir du moment où là, tu as un accident, c'est là que tu te réalises à quel point tu es vulnérable, puis qu'il y a tellement de trucs que tu contrôles pas. Là. Toi, tu contrôles juste toi puis ton bike, mais il y a des centaines d'automobilistes qui sont autour de toi. Ouais. On te souhaite une année 2026 sans accident, sans blessure. Puis après ça, c'est juste une bonne chance pour le reste, dans le sens que, comme tu as dit, tu contrôles juste toi. Fait que même chose dans les courses, tu contrôles juste toi, tu fais tes courses, puis on te souhaite beaucoup de succès dans ça. On va suivre ça de près. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, on en parlait tantôt. Oui, 100%. Sam.extri. Ouais. Pour ceux qui veulent du contenu en plus en québécois, j'ai une autre page en québécois qui est .qc, quelque chose comme ça. Pour le français. Pour le français. Fait que t'es international. International, ouais, je sais pas si on peut dire ça. Là. Mais merci, j'apprécie les bons mots, puis bon courage à toi pour ta préparation pour Muskoka. Merci beaucoup, fait qu'on se tient au courant.
Puis peut-être qu'on se reverra plus tard, 2027. Ouais. Pourquoi pas? Ciao. À mon retour. Ouais. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, mais surtout merci à Sam de s'être déplacé et de m'avoir permis de lui poser toutes mes questions sur le triathlon extrême. Si ça vous donne des idées, lancez-vous. Moi, en ce moment, j'en ai suffisamment là, avec mon 70.3.2. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous au podcast de Jamais Assez pour être sûr de rien manquer. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!